si vous proposez ça. Florence, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et oui, Florence Sueur, c'est moi. Et je suis accompagnée par Philippe à la technique, qui est avec moi tous les jours. Et vous pouvez nous suivre aussi en vidéo sur Facebook et puis retrouver notre chaîne YouTube Bar de l'économie. C'est nouveau, abonnez-vous, ça serait bien. Et comme ça, vous aurez toutes les infos dès qu'on les met. Alors les thèmes du jour aujourd'hui, eh bien, ce sera langues étrangères, la traduction, l'interprétation. Et pour cela, je suis accompagnée de Jamila Ouzine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de ADT International, spécialisée justement en interprétation et traduction. Donc on verra avec vous comment ça se passe depuis la Covid, comme on dit, et qu'est-ce que ça a changé, comment vont les affaires aussi, que font les sociétés internationales. Et puis vous-même, vous parlez déjà quatre langues, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bravo. Merci. Alors on va tout de suite, comme d'habitude, passer aux infos du jour. Mais tout d'abord, c'est la chronique gastronomique par Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, dites-moi, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas mis à table tous ensemble. Ça fait plaisir. Ça fait du bien, exactement, de retrouver les bonnes vieilles habitudes. Alors aujourd'hui, on va faire un plat qui prolonge un peu l'été. Il fait encore beau, alors autant en profiter. Ce plat, je l'adore. Mais attention, ça peut être cher. On en reparlera tout à l'heure. On va donc faire des encornets farcis à la sauce tomate. J'adore les encornets. Pour moi, c'est un vrai régal. Alors, si vous aussi, vous voulez vous faire plaisir, suivez-moi. On va faire une recette pour 4 personnes. Pour cela, il vous faut 4 gros encornets ou 8 moyens. Vous gardez la poche entière, les nageoires et les tentacules à part. Vous faites votre œil de biche, Florence, à votre poissonnier, et il vous les préparera, c'est ce qu'il y a de plus simple. Une boîte de thon naturel de 200 grammes, 2 œufs, un bouquet de persil, une gousse d'ail, du sel et du poivre. Et pour la sauce tomate, il vous faut une boîte de tomates concassées de 400 grammes, un oignon, une gousse d'ail, une cuillère à soupe rase de sucre en poudre, une cuillère à café de harissa, une feuille de laurier, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors pour commencer, vous épluchez et ciselez l'oignon et vous le faites revenir dans une cocotte avec l'huile. Vous ajoutez les tomates concassées, le laurier, l'ail écrasé, le sucre, la harissa, du sel, du poivre et un petit verre d'eau. Vous laissez cuire environ 15 minutes en mélangeant souvent. Vous plongez d'un autre côté, vous plongez les œufs dans de l'eau bouillante et vous les faites cuire 8 minutes afin d'obtenir des œufs durs tout simplement. Vous les passez sous l'eau froide puis vous les écalez. Vous hachez l'ail et le persil, vous ajoutez le thon que vous aurez égoutté, puis vous écrasez les œufs à la fourchette, vous mélangez le tout et vous salez et poivrez. Vous coupez les tentacules et les nageoires en petits morceaux et vous en ajoutez la moitié à la passe. Vous réservez, c'est-à-dire que vous mettez de côté. Vous rincez les poches des encornets, puis vous les remplissez de farce en tassant bien vers le fond. Vous n'avez plus qu'à refermer l'ouverture des encornets. Vous savez, vous pouvez prendre des petits pics en bois, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Vous les plongez dans la sauce tomate avec le reste de tentacules et laissez cuire 30 à 40 minutes. Vous ajoutez un peu d'eau en cours de cuisson si la sauce réduit trop vite. Il ne vous reste plus qu'à servir avec un peu de persil ciselé. Vous pouvez accompagner ça avec un riz. Vous allez voir, c'est délicieux. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être cher, surtout si vous prenez des encornets frais. Il faut pratiquement compter 40 € le kilo. Alors, si vous voyez un poissonnier qui affiche un prix autour de 20 €, ça veut dire que les encornets sont congelés, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils sont mauvais. Il faut juste le savoir. Ah, j'oubliais le principal, merci Philippe de me le rappeler, je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, bien sûr, quel vin avec ce plat? Vous pouvez prendre un vin blanc, ou moi j'ai pris un bandol rouge, évidemment à boire avec modération. Allez, bonne cuisine, bon appétit et à très vite Florence. Merci beaucoup Bruno. Moi je vais vous inviter à venir me le faire pour moi et comme ça je me mettrai les pieds sous la table. On continue avec les infos du jour. Eh bien c'est moins drôle les infos du jour parce que ça y est, c'est reparti. Les fraudes au comptable et au président. Et alors là cette fois c'est grave parce que les documents j'allais dire ressemblent vraiment à un vrai document officiel émanant de la République française, de la Direction générale des finances publiques, de la DGFiP, comme on dit. Alors, et donc c'est la DGFiP qui nous alerte sur cette campagne d'escroquerie par courriel visant les entreprises utilisant
2 ou 3 faux formulaires qui viennent s'adjoindre au mail. Et donc, on vous demande votre RIB sous forme CEPA. On vous demande aussi plein de documents. Et je vais vous détailler un peu l'annonce. Alors là, l'escroquerie, l'adresse mail est affichée, c'est odac@dgfip.finance.gouv.fr. Et donc là, si vous avez cette adresse-là, alors non, c'est pas .fr justement, c'est .cloud. Donc faites bien attention à la fin des adresses. Et puis aussi, si les adresses sont entre des espèces de guillemets ou des parenthèses ou d'autres choses, si l'adresse n'est pas originale, eh bien c'est aussi souvent un signe d'une fausse adresse. Là, en l'occurrence, le courrier est signé d'un certain Didier Paco de la direction soi-disant générale des finances publiques, mais il y a aussi d'autres noms et des numéros de téléphone. On donne des faux noms. Enfin, c'est peut-être des vraies personnes qui existent dans la vie courante, mais en tout cas, ces gens-là ne travaillent pas à la DGFiP. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le courrier. Alors, le premier, ça vous dit contrôle de la qualité des comptes de la Direction générale des finances qui engage sa campagne 2020 pour la vérification du respect des conditions CEPA et des normes internationales. Évidemment, tout ça, c'est complètement faux. Et il vous dit, à cette fin, je vous adresse le courrier ci-joint et vous invite à nous transmettre les documents et informations demandés sous forme dématérialisée, donc à une adresse .cloud. Donc c'est gouv.cloud et ça, c'est une fausse adresse. Et dans l'hypothèse où votre envoi dépasserait 80 mégas, je vous invite à nous contacter par téléphone. Donc là, c'est quand même très grave. Alors le second qui est très important, c'est parce que il vous demande sous forme dématérialisée votre balance, les duplicata des factures correspondances et échues non réglées et non échues, des contacts du service financier, les emails, les téléphones, les adresses postables et un contrat commercial. On veut tout simplement connaître vos devis, vos bons de commande, dûment signés et cachetés. Et tout ça pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent faire des fausses commandes, des faux documents, de manière à ce qu'ils puissent ensuite vous réclamer de l'argent par virement CEPA, bien sûr. Et on vous dit qu'il faut transmettre tous ces documents d'ici la fin du mois de septembre. Évidemment, ça peut durer toute l'année. Et on vous demande tous ces documents pour la période du 15 juillet au 31 octobre 2020. Je vais vous les passer, Jamila, oui. Parce que ça peut vous aider, Jamila Ouzine. Oui. Ça peut vous aider, en tout cas aider votre comptable et votre président au cas où vous ayez ces demandes. Donc attention aux nouvelles fraudes, aux comptables et aux présidents. D'ailleurs, avec mes autres animateurs, je vais leur demander de vous répéter cette fraude parce qu'on va la répéter pendant au moins une semaine tellement c'est grave. Alors justement, Jamila Ouzine, quelles sont les règles et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce type de fraude? Alors, on n'a pas été victime d'une fraude, ça, heureusement pour nous. En revanche, on a déjà reçu des appels téléphoniques d'un certain monsieur 2 fois, d'ailleurs ça nous est arrivé. La chance qu'on a chez ADT, c'est qu'on est une équipe solidaire, qu'on se consulte et qu'on est quand même... On est une petite équipe en fait où, bien sûr, on se parle beaucoup et on sait très bien où on en est dans nos opérations. Et ce monsieur, alors, nous a pas consulté pour une enquête CEPA telle que je le lis sur votre document. Nous, c'était soi-disant pour une OPA. Donc, on a reçu un premier mail, un envoi mail adressé à une comptable où il l'invitait à effectuer un virement suite à une opération très très confidentielle. Donc, très confidentiel entre le président et la comptable, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est un premier mail qui est envoyé de la part du président. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il a utilisé l'adresse de la société. Alors, l'erreur qu'il a commise, j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, l'adresse n'était pas correcte parce qu'il y avait, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, je pense qu'il avait rajouté cloud dans l'adresse mail, ce qui n'est pas notre adresse professionnelle, en tout cas notre adresse mail. Et il a adressé ce mail à la comptable, l'invitant à effectuer un virement bancaire, mais vraiment dans l'immédiat. Donc, ce qui a interpellé forcément la comptable, qui est venue tout de suite m'en parler. Et je lui ai dit non, nous n'avons pas d'opération en cours. Et ce qui est encore plus amusant dans cette histoire, c'est que l'escroc, parce que moi je l'appelle l'escroc, invite la comptable à garder confidentiel ce virement bancaire. Et comme il sait qu'en fait ça n'avance pas, il devient très agressif en fait au téléphone. Donc la comptable n'a pas répondu forcément à son mail et 20 minutes après en fait il nous a appelé. Il a eu le culot d'appeler tout de suite en demandant la comptable. Donc la comptable est venue tout de suite nous prévenir et moi j'ai pris le téléphone.
Donc j'ai essayé de... Ça m'a amusé parce que j'avais envie de savoir jusqu'où il était capable d'aller. Et effectivement, en fait, il lâche pas. Et plus vous durez en fait dans la conversation, plus il devient agressif. Donc après, bon, je ne vais pas passer ma journée avec le téléphone. Et je lui dis, moi, monsieur, j'ai compris que vous étiez un escroc. Et j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qui m'a raccroché au nez. Quoi. Donc, Alors, Jamila Ouzine, vous dites que vous, dans votre entreprise ADT International, ça vous est arrivé 2 fois déjà? oui, alors 2 fois en Deux fois, l'espace de on parle de 3-4 fraude. ans. Hein. De fraude et d'escroquerie aux entreprises, hein, je rappelle. Mais en revanche, on n'a pas été victime, hein. Je tiens à le souligner. Parce que là encore, je pense que c'est une question de communication. Bien sûr, alors il faut sensibiliser les équipes comptables, hein, leur dire qu'aucune opération ne doit être traitée, parce qu'effectivement, les comptables ont le pouvoir d'effectuer des virements bancaires. Donc il est vrai qu'aucun virement bancaire ne doit être effectué sans l'aval de la hiérarchie, notamment pour des sommes importantes. Parce qu'il faut le rappeler quand même que l'escroc ne s'en tient pas à des centaines d'euros, mais plutôt à des milliers d'euros quand même. Alors là, il vous réclamait combien si vous pouvez Alors nous bon, donner là, des c'est idées. quand même un peu plus de 200 000 euros. Hein, Il vous réclamait carrément 200 Ah 000 oui, euros. d'effectuer Ah oui, effectivement. un virement bancaire de plus de 200 000 euros. Bon voilà, ça passe sous sa cage, j'ai envie de dire. Pas de chance pour lui, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu. Je veux dire, en plus, parce qu'il vous met dans la confiance, il vous tutoie, il se fait passer pour le président, et il rappelle à la comptable que c'est une opération très très confidentielle, il ne faut surtout pas en parler à quiconque dans la société. Donc, il vous met quand même en confiance, et c'est vrai que si vous êtes pris en tout cas dans l'engrenage, vous pouvez effectivement effectuer le virement. Hein. Alors j'avais envie de parler de ce sujet en première info du jour parce que c'est très grave et que les comptables, et notamment les jeunes comptables, souvent n'osent pas aller voir directement leur président pour savoir si c'est vrai ou pas. Et quelquefois, certains effectuent l'opération et c'est pour ça qu'il y a ça, bien sûr, réussi. Oui. Il y a eu des victimes un peu partout en France, des grandes entreprises comme des petites. Seconde, merci en tout cas à Jamila Ouzine pour ce témoignage en direct. C'est important et je pense que ça peut donner à réfléchir à beaucoup d'entre nous. Alors, autre info du jour, je vous avais prévenu lundi, on continue à parler du plan de relance annoncé par Jean Castex le 3 septembre dernier. Donc, je vous parlais du deuxième volet, la compétitivité. Alors la compétitivité, c'est plusieurs mesures, hein. C'est la baisse des impôts de production, l'investissement dans les technologies d'avenir, la relocalisation de la production industrielle dans les territoires. Et pour cela, eh bien, le gouvernement envisage de baisser des impôts de production. On sait très bien que la France croule sous le nombre et sous le niveau des impôts de production et que cela dissuade les décisions des implantations dans les entreprises industrielles. Alors ce plan prévoit d'alléger de 10 milliards d'euros par an. Comment? Alors tout d'abord, la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée. C'est la deuxième composante de la contribution économique territoriale due par les entreprises et les travailleurs indépendants qui génère un certain montant de chiffre d'affaires instauré au profit des collectivités territoriales. Eh bien, ce sera réduit de moitié pour toutes les entreprises relevables de cet impôt, ce qui correspond à la suppression de la part régionale, c'est-à-dire environ à 7,25 milliards d'euros. Autre réduction, c'est sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, due par certaines entreprises au 1er janvier de l'année d'imposition, et à la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, due par les professionnels exerçant une activité non salariée, toujours au 1er janvier de l'année. Eh bien, ce sera réduit également de moitié des impôts fonciers cela concerne environ 32 000 entreprises qui exploitent 86 000 établissements et ça c'est à peu près moins 1,75 milliard d'euros. Et puis pour la TFPP et puis 1,54 milliard d'euros pour la CFE. Il y a aussi la CET, la contribution économique territoriale, qui est un impôt local composé de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Et bien là, il est prévu un abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui serait ramené de 3 à 2% afin d'éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises ne soit neutralisé par le plafonnement. Alors le coût et le financement, eh bien cette baisse de 10 milliards d'euros à partir de janvier 2021, je vous signale que tout ça doit être voté au fil de l'eau d'ici la fin de l'année et que ça s'appliquera entre 2021 et 2022. Eh bien au total, c'est 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production sur 2 ans et afin de compenser la perte de ressources des régions et de certaines collectivités spécifiques, elles se verront attribuer une fraction de la TVA. La perte des recettes des communes et des intercommunalités liée à cette réduction, eh bien, fera l'objet d'une compensation budgétaire
En tout cas, pour les premières années, comme d'habitude, on attend de voir un peu comment ça va se passer. Le calendrier de mise en œuvre, je viens de vous en parler, hein, c'est pour 2021 et 2022. Autre mesure, c'est la mesure du financement des entreprises, renforcement des fonds propres souhaités pour les TPE, PME et ETI. Alors face à la dégradation du bilan des entreprises consécutif à la crise sanitaire, il est réfléchi d'accroître le volume de financement et de fonds propres de ces entreprises pour restaurer leur capacité d'investissement. Alors la mesure, eh bien il va y avoir un label qui va s'appeler France Relance. C'est une garantie publique pour les placements financiers. Et ce label sélectionnera les fonds les plus pertinents pour une reprise durable de l'économie, c'est-à-dire que c'est pour que nous, les particuliers et autres investisseurs, nous allions vers les PME, les TPE et les ETI. Et la garantie de l'État sera donnée par la BPI. Alors, cela signifie que cette garantie de l'État pour les investisseurs sera faite par l'intermédiaire d'un dispositif d'octroi de prêts participatifs pour les entreprises, et ça, ce sera par les réseaux bancaires. Exemple de projet, eh bien, un fonds propre associé au label France Relance, eh bien, un fonds d'investissement régional, par exemple, intervenant sur le segment du capital développement, eh bien, peut utiliser la garantie de fonds propres. Voilà, ainsi l'équipe de gestion sera encouragée, donc dans les banques, sera encouragée à déployer des tickets et à les proposer à ceux qui veulent investir. Alors, ce dispositif d'octroi de prêts participatifs, eh bien, c'est bien les banques qui vont nous le proposer. Comment ça va marcher? Eh bien, cette garantie de fonds propres associée à ce label France Relance sera mis en place en 2021, tout comme les crédits. Il faut donc attendre toujours le vote de cette future loi de finances. Le calendrier de la relance, eh bien, c'est septembre 2020, création de ce label. Octobre-décembre 2020, première labellisation de fonds d'investissement. Décembre 2020, adoption de la loi de finances permettant la mise en œuvre de la garantie des fonds propres par la BPI France. Et puis, fin 2020, plutôt début 2021, lancement de l'initiative avec la création des fonds. Et 2021, au cours de l'année, eh bien, distribution de prêts participatifs par les réseaux bancaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis une garantie, ça permettra à nous les particuliers de pouvoir investir en connaissance et en garantie. Autre info du jour, c'est le groupe de luxe Hermès qui annonce vendredi le lancement de la construction d'une nouvelle manufacture en France destinée à la fabrication de sacs et d'objets de maroquinerie. Cette manufacture, le 20e site d'Hermès, ouvrira ses portes en 2022 à Louviers en Normandie et accueillera à terme 250 artisans. Le site accueillera aussi un atelier de sellerie et de briderie qui viendra compléter son activité du métier, qui est situé actuellement au siège historique du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Autre bonne nouvelle, oui, très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, je vous l'avais annoncé en 2019, Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki annonçaient le fait de mettre en place des batteries interchangeables pour des motos électriques. Eh bien, c'est fait, et même ça va être en test. Le consortium annonce qu'ils développent leur premier test dans les conditions réelles, et ce test est baptisé Iyan Osaka. Il se déroulera à l'université d'Osaka au Japon, bien sûr, et il impliquera les étudiants et le personnel universitaire qui se feront confier des motos ou des scooters électriques utilisant ces batteries interchangeables. Des stations de recharge et d'échange seront installées sur le campus et dans les commerces avoisinants. Et il semblerait donc que ce système de batterie interchangeable est à la base développé sur la base des modèles Honda pour ses scooters électriques PCX et Bentley i. Alors, mauvaise nouvelle, là c'est pour l'enseigne Bio C'est Bon. Elle est placée en redressement judiciaire. Le groupe fondé en 2008 qui emploie 1500 personnes dans 158 magasins, troisième distributeur spécialisé en France en termes de part de marché derrière Biocop et Naturalia, eh bien, est le seul à s'être implanté à l'étranger avec près de 40 points de vente en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique et au Japon. Il a été fondé par Thierry Brissot en 2008. Bio C'est Bon, eh bien, vient donc d'être placé en redressement judiciaire. Et pour expliquer cette situation, le président de la marque, Thierry Chouraki, indique que l'activité de ces magasins a pâti de la concurrence de la grande distribution sur le marché du bio.
du bio, pardon, et que la crise Covid achève de détériorer la situation financière du groupe. Eh bien, ce placement en redressement judiciaire intéresserait déjà 5 enseignes, dont Picard, Carrefour, Biocoop, La Vie Claire et Naturalia. Et puis le groupe familial Zouari, actionnaire de référence de l'enseigne Picard, et l'un des principaux franchisés de Casino, a déjà manifesté son intérêt. Une petite info au niveau international maintenant, c'est la nomination du Letton Vladis Dombrovskis, qui est le nouveau commissaire européen au commerce, alors qu'avant c'était détenu par un Irlandais. Eh bien, l'actuel vice-président exécutif de la commission chargée des services financiers succédera donc à Phil Hogan, l'Irlandais, poussé à la démission pour avoir enfreint les règles sanitaires liées au Covid-19 dans son pays. Il était en charge, en tout cas je parle de Vladis Dombrovskis, de la mise en route du nouveau plan de relance européen à 750 milliards d'euros. Et cette charge sera confiée à Mairead McGuinness. Ursula von der Leyen a profité de cette réorganisation pour construire une équipe paritaire, là où avant la démission de Phil Hogan, qui comptait 15 hommes et 12 femmes. Donc maintenant, ça se rééquilibre entre les hommes et les femmes. Et bien sûr, Mairead McGuinness n'a pas été choisie pour son genre. Elle connaît très bien la matière communautaire. Elle est déjà vice-présidente du Parlement européen. Et son choix permet de rééquilibrer l'équilibre du genre par la présidente. Voilà, c'était pour les infos du jour. On va tout de suite faire notre première pause musicale. Et on revient dans quelques secondes pour parler, bien sûr, de traduction et de l'importance des langues.
vais reprendre l'antenne là. Vous voulez me stresser. Il m'a mis en attente. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends tout de suite là parce Bah, que tant là, pis, ouais, quand tu je- chantes. Je le rappellerai. Tu- Nous voici de retour au bar de l'économie. Nous sommes aujourd'hui bien sûr sur IDFM Radio Anguin. Et aujourd'hui, nous parlons langues étrangères, nous parlons traduction, interprétation, avec Jamila Ouzine, directrice générale de ADT International. D'ailleurs, vous êtes installée à Anguin-les-Bains, À Soisy-sous-Montmorency. À Soisy-sous-Montmorency. Oui, ouais. plus exactement. Alors, comment en êtes-vous vous-même, personnellement, venu à travailler et à choisir les langues? Alors, si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais travailler pour une société de traduction, sans doute que je vous aurais pas cru. Je pense que c'est un peu le destin, parce que moi, c'est vrai que j'arrive de Lille. Et un jour, on me propose de travailler pour une société qui à l'époque, était localisée à Groslay, donc dans le Val d'Oise. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. C'était une création de poste. Je suis arrivée en tant que responsable juridique. Et voilà, ça s'est fait en 2007, naturellement. Et depuis, ben voilà, l'aventure continue. Alors, vous êtes donc devenue directrice générale de ADT International. Vous-même, vous parlez 4 langues. Comment ça se passe avec la Covid? Est-ce que ça a changé des choses? Vous travaillez bien sûr la plupart du temps avec des grands groupes, j'imagine. Nos clients sont très très variés. Ça va de la TPE, PME, les ETI, aux grands groupes, aussi bien cotés que non cotés en bourse. Parce que nous on répond aussi aux appels d'offres, donc il y a aussi les établissements publics, les ministères. Vraiment, nos clients sont très très variés, aussi bien national qu'à l'international. On a vraiment cette chance parce que c'est vrai que ce qu'il faut expliquer, c'est que les langues, elles touchent toutes les sociétés. On nous sollicite aussi bien pour de la traduction, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'écrit, mais aussi à l'interprétation, donc tout ce qui est oral. Et on a besoin de langues dans tous les domaines, notamment la langue anglaise, c'est celle qui est la plus demandée. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est un frein pour bon nombre de personnes et de sociétés qui ne maîtrisent pas forcément les langues et qui ont envie justement de s'exporter. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, vous êtes une entreprise qui a quand même 19 salariés, c'est important dans l'interprétation et la traduction. Avec la Covid, donc, comment vous avez un petit peu modifié est-ce que ça a modifié la présence des salariés déjà en bureau? Comment vous faites pour respecter la distanciation en ce moment? Alors, dès le mois de mars, nous avons anticipé ce problème, puisqu'on l'a vu venir gros comme une maison. Le télétravail, forcément. Tout le monde, l'ensemble du personnel était en télétravail. Nous n'avons pas échappé forcément à la crise de la Covid, puisque forcément le chiffre d'affaires a été impacté. Alors, on n'est pas la société qui pourrait en tout cas se plaindre plus que d'autres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sociétés malheureusement qui ont été liquidées suite à cette crise sanitaire. Nous nous sommes très bien organisés. On a bien entendu organisé aussi l'activité partielle. Parce qu'on a une réduction quand même de l'activité. Vous avez fait appel aux aides gouvernementales ou oui, pas? Oui, on a fait appel aux banques qui nous ont accompagnés pendant cette crise. Et d'ailleurs, je les salue, parce que c'est vrai que c'est quand même un geste très important pour nous qui nous permet d'avancer sereinement. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai que quand vous êtes... moi, je suis directrice générale, mais tout président d'une société, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'avait pas de visibilité de ce qui nous attendait. Tout le monde parlait de cette crise sanitaire, on connaissait même pas la deadline du confinement. Tout le monde disait dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. On n'avait aucune visibilité. Alors, nous, on était quand même sereins de ce côté parce que l'ensemble du personnel télétravaillait. Mais il est vrai que quand on a une société où il n'y a plus personne tout à coup dans la société, c'est quand même assez étrange. Ça fait étrange, Oui, effectivement. Ouais. Du coup, au niveau social, j'allais dire, comment ça se passe entre les salariés, puisque vous dites qu'il n'y a plus. Donc, c'est vrai, les relations sont plus tout à fait les mêmes, j'imagine.
qu'il n'y avait plus, parce que tout le monde est revenu aujourd'hui. Ah, tout le monde est revenu. Oui, donc. tout le monde est revenu. Début juillet, nous avons commencé à faire revenir petit à petit en fait les salariés. On a Donc c'était au choix ceux qui voulaient revenir. Alors c'est vrai qu'on a préféré refaire venir plutôt les salariés parce que justement, il est comme comment dire, important pour nous de garder cette comment dire. C'est vrai que la distance a créé, c'est vrai, un éloignement. Et ça nous a beaucoup manqué pendant le confinement, de ne pas se voir, de ne pas justement discuter ensemble et surtout d'échanger directement quand il y a un souci ou autre. Donc on a préféré, pour ces raisons-là, en tout cas, refaire venir l'ensemble du personnel, tout en prenant le soin d'organiser la distanciation. On a invité bien sûr les salariés à porter leur masque. On a mis à disposition les gels hydroalcooliques. On a organisé aussi parce que c'est vrai que bon nombre d'entre eux déjeunent sur place, donc on a organisé la rotation entre salariés pour qu'ils puissent s'organiser et voilà, parce que c'est quand même important de mettre en place toutes ces règles. Tout le monde s'est bien adapté. familiarisé avec toutes ces consignes. Nous n'avons eu aucun problème particulier et nous en sommes ravis. Et bon, maintenant nous espérons que cette crise passe rapidement et que nous puissions, c'est vrai, retrouver une vie normale. Mais comme c'est pas le cas, nous allons apprendre à vivre avec, Malheureusement, on va tous apprendre à vivre avec le masque comme je l'ai aujourd'hui autour du cou pour le remettre dès qu'on est à moins de 1 mètre ou quand il y a beaucoup de population. Alors parlons un petit peu de traduction, de demande des clients. Donc la traduction et l'interprétation évoluent. Maintenant, en traduction, il y a des outils automatiques. Est-ce que vous les utilisez ou bien est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la main de l'homme et la relecture par un humain, c'est quand même primordial? Non, on ne peut pas ignorer la traduction automatique. Il est vrai que nous avons, tout le monde a constaté qu'il y avait des outils dans l'internet comme Google Translate, DeepL, Sistran. Mais voyez-vous, ADT n'est pas menacé par cette traduction automatique. Parce que d'abord, ADT existe depuis 1993. ADT a fait sa place au milieu du marché de la traduction. Depuis plus de 25 ans aujourd'hui, on travaille avec des milliers et des milliers de traducteurs à travers le monde. Parce que ce qui est important, c'est que j'ai envie de présenter un petit peu ADT justement avant de rentrer dans le sujet de la traduction automatique. Qui sommes-nous? ADT est spécialisé dans les besoins linguistiques. On traduit toutes les langues vers toutes les langues dans tous les domaines. Ah oui, toutes les langues, c'est-à-dire combien pour vous? Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, il y en a au moins une cinquantaine. On traduit aussi les dialectes, donc c'est vous dire que c'est quand même très important. On nous sollicite pour le breton. On vous sollicite pour des dialectes? Oui. Donc le breton par exemple? Oui, par exemple. On peut nous solliciter aussi pour... il y a d'autres dialectes qui sont inconnus d'ailleurs. Nous, que parfois on dit, mais c'est quoi cette langue? Mais en fait, c'est un dialecte dans un pays. Alors comment vous faites pour trouver des traducteurs dans cette... On les contacte sur place. Les traducteurs sont dans leur pays parce que c'est des sous-traitants, c'est des freelances. Alors un traducteur doit toujours traduire dans sa langue maternelle et dans son domaine. Parce que chaque traducteur est spécialisé. Alors, par exemple, un traducteur qui traduit du français vers l'anglais ne peut pas traduire de l'anglais vers le français. Ouais. Il doit être spécialisé dans un domaine. Ça peut être juridique, aéronautique, tout domaine confondu. Ça, c'est très, très important pour nous. Donc, il faut un sacré carnet d'adresses quand on est une société. C'est un gros réseau. C'est un réseau international de plus de 3000 traducteurs et interprètes. ADT est capable de répondre à toutes les demandes, quel que soit le domaine et la combinaison de langues. Les traducteurs sont évalués et sélectionnés selon un double critère, donc la langue maternelle et le domaine de spécialisation. La langue vers laquelle ils traduisent est toujours, comme je le disais, leur langue maternelle. Et bien entendu, je répète, les traducteurs ne traduisent que dans leur domaine de spécialisation, parce que ça c'est très important et nos clients aussi nous font confiance parce que justement, ils sont rassurés. Vous me confiez un contrat juridique, il est normal que je sollicite un traducteur spécialisé dans le domaine juridique. La force d'ADT, c'est aussi les délais, parce que nos traducteurs traduisent environ 2500 mots par jour. Je vous dis ça parce qu'on va revenir justement sur la traduction automatique. Alors ça, c'est l'homme, donc le traducteur, qui est capable aujourd'hui de vous traduire un document à hauteur de 2500 mots à peu près par jour.
ADT ne ferme pas, il n'y a pas de fermeture pour congé annuel, nous sommes ouverts toute Il l'année. y a un turnover en fait, et Voilà, il y a un donc on peut vous turnover, confier des donc, documents à traduire tout le temps. Exactement. Nos traducteurs ont la capacité en tout cas de travailler au-delà des horaires d'ouverture, puisque comme je vous le disais, Oui, chacun travaille quand il veut voilà, en ils sont fait. libres effectivement de travailler de nuit comme le week-end. On fait appel à nos traducteurs en fonction justement de l'urgence et de la demande du client. ADT est doublement certifié. Alors ISO 9001, comme bon nombre de sociétés, le système de management de la qualité de la société a été approuvé. Et aussi, c'est surtout la norme ISO 17100 qui est justement spécifique à l'activité de traduction. Et ça, c'est nous avons un double suivi qualité de nos procédures qui assure une amélioration continue de nos services. Alors, comment sont gérées les demandes de traduction? La réussite d'ADT, elle repose sur une équipe organisée et rigoureuse. Réactivité, flexibilité et disponibilité sont nos valeurs clés. De la gestion de projet à la relecture de la traduction, tout est mis en œuvre pour que la satisfaction du client soit totale. Alors revenons à la traduction automatique. Comment utilisez-vous les outils entre l'homme et la machine? Est-ce que la machine, ça vous aide? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de l'intelligence artificielle dans votre domaine ou pas? Alors, à l'heure où je vous parle, ADT n'est pas encore spécialisé dans la traduction automatique. Parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est l'homme. L'homme doit impérativement contrôler la traduction. Vous ne pouvez pas confier une traduction, par exemple juridique, dont les termes sont importants et très techniques, à une machine. Donc, nous, on a l'intention effectivement d'étudier cette question, puisqu'on s'y est vraiment penché très sérieusement, mais nous souhaitons, et ça c'est impératif, ce sera notre règle d'or, de confier la relecture à un homme. D'accord, donc ça vient en soutien, mais heureusement pour nous, la valeur humaine reste importante. Elle est Et donc, primordiale. Et puis de toute façon, avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas trouver, j'imagine, toutes les langues traduites par la machine. C'est pas encore le cas. En fait, la vraie question, c'est le besoin du client. Que veut le client en réalité? Il veut que vous gardiez ses mémoires de traduction, son glossaire. Chaque client a un glossaire avec des termes très techniques, des termes qui leur sont propres. Et c'est ce que ADT a réussi à construire depuis plus de 25 ans en réalité. Et c'est pour cela que nos clients sont très fidèles. Parce que je veux dire, quand on traduit avec eux, quand ils nous confient en tout cas un projet de traduction, ils sont heureux de lire leurs propres termes. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je connais aucune machine, en tout cas de traduction, qui est capable de le faire. Et c'est en cela, en tout cas, que ADT ne sont pas menacés, en tout cas, par à la traduction automatique. Alors, quels sont les domaines actuellement, Jamila Ouzine, quels sont les secteurs d'activité, j'allais dire, qui demandent des besoins de traduction? Dans quel type de métier? Expliquez-nous, je ne sais pas moi, la cosmétique, l'industrie. C'est en tout ce type moment, de contrat. Alors ça peut être, je ne sais pas, ça peut être des grands groupes, je ne peux pas citer nos clients. non, mais les domaines, les secteurs d'activité, par exemple. Ça peut être l'aéronautique, les cabinets d'avocats, tout ce qui est relatif à la propriété industrielle, tout ce qui est, j'allais dire, les domaines sont tellement variés. Je veux dire, parce que vous avez, par exemple, une société de cosmétiques, mais dans cette société cosmétique, vous avez différents départements. Vous avez le département informatique, juridique, achat, commercial. Alors, tout le monde nous sollicite. Alors, ça peut être différents domaines. Je veux dire, dans une même société, vous pouvez avoir 4 ou 5 services différents qui vous contactent. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est très très intéressant. Alors, outre l'écrit, il ne faut pas oublier l'interprétation. Bien sûr. Parce que là encore, ADT assure ses missions d'interprétation en France comme à l'étranger. Donc vous accompagnez le client là où il vous dit d'aller, tout simplement. Alors on peut les accompagner pour leurs conférences, les réunions, les visites, les audiences, les rendez-vous d'affaires. Ça peut être vraiment, nos interprètes traduisent toutes les informations en simultané, en consécutif, en liaison ou en chuchoté. Il existe une technique d'interprétation pour tout type d'événement. On les conseille généralement en fonction du nombre de participants. Alors expliquez-nous un petit peu ces différentes techniques. Vous avez parlé du chuchoté, c'est-à-dire? Alors le chuchoté, c'est vrai que c'est un... C'est par exemple pour un dîner d'affaires, hein? Oh, mais ça peut être ce que vous voulez. Je veux dire, non, on s'adapte à la demande du client. Vous avez par exemple, vous pouvez me parler maintenant et avoir l'interprète qui essaie de parler en même temps que vous. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile pour l'interprète, mais dont le métier effectivement impressionne parce que vous avez des langues parfois très compliquées et vous voyez que l'interprète
il traduit, enfin, il interprète simultanément. Donc c'est vrai que c'est assez amusant pour certains, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est surtout impressionnant, surtout dans les langues rares. On va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, Jamila Ouzine, et on revient avec vous dans quelques minutes. Très bien. C'est important. Non, je comprends, c'est vrai qu'on a Non, mais vous êtes très bien, tout va bien. Merci. Très bien, c'est vrai pour la caméra, mais pour Est-ce que- pour la radio, c'est vrai. Pardon, je vous ai pris votre stylo. C'est pas grave. Vous en voulez un autre, hein? Non, ça va, ça va. Tu peux me donner les titres? Ça, c'est Pamplemousse. Oui. Les copains d'abord, j'imagine. Et avant, c'était quoi? Avant, c'était Fabrice B. Laze. L-A-Z-E. Donc, après, on va parler, si vous voulez bien, de... Arrêtez de lire. Non, ça va pas. Vous êtes naturel, c'est très bien. Restez naturel. Après, on va parler aussi un petit peu prix. On va revenir aux techniques qu'on peut utiliser en interprétation, si vous voulez bien. Oui. Et puis, on va parler un petit peu de tarifs et puis aussi et puis après les postes que vous avez à pourvoir. Oui, oui, Hein? je veux bien en parler. C'est original, ça, c'est pas mal. Oui, c'est sympa. Elle a fait tout un disque de reprises de Brassens et d'Edith Piaf et autres. Enfin, elle fait beaucoup de reprises. Tu la connais? Mais je suis en train de me demander si elle n'est pas venue. Je sais pas. Une blonde. Mais je crois qu'elle est venue en invité. Ouais, je crois qu'on l'a su. J'aimerais bien aussi parler, parce que là je suis en train d'échanger aussi avec le président sur l'acquisition. On est ouvert quand même pour développer la société, acheter une société, Très bien. mais voilà, qui serait spécialisée dans la traduction. Hein. Et je sais qu'il y en a en ce moment, il y a pas mal de sociétés qui ont envie De vendre. de vendre parce qu'ils sont trop petits en fait, ils n'ont pas envie forcément. Je pense que ça peut être pas mal. D'accord. Ok. Et on peut pas en fait faire intervenir le président par téléphone, non? Comme ça se fait Ah pas. ouais, c'est trop tard C'est trop tard. pour aujourd'hui. Ah mince. Il aurait fallu que je le prévoie avant. Parce que là, il nous reste il nous reste à peu près 10 minutes et puis après on lance une interview internationale. D'accord. Mais il aurait pu vous accompagner, hein. Ouais, non, c'est moi. Mais c'est vrai que, ouais. C'est pas grave. Ouais. Une autre fois. Prochaine fois, ouais. Voilà. Attention. Attention, on va repartir. Alors, attendez, parce que là, du coup, vous allez m'interroger sur les techniques, mais je ne les connais pas très bien. Et nous voici de nouveau en direct au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, nous parlons langues étrangères, traduction et interprétation. Avant notre chronique internationale avec bien sûr Pascal Boniface, je vous rappelle qu'il est directeur général de l'IRIS. Et nous sommes aujourd'hui donc pour les langues étrangères avec Jamila Ouzine qui est directrice générale de la société ADT International, installée à Soisy sous Montmorency, qui traduit dans toutes les langues et même dans des dialectes. Alors juste avant cette pause musicale, vous avez entendu cette jeune femme qui s'appelle Pamplemousse, qui fait des reprises de Brassens. Là, c'était Les copains d'abord. Et c'est bien frais, bien agréable pour cette fin d'été, en ce mois de septembre. Alors, Jamila Ouzine, on parlait un petit peu des techniques d'interprétation. Et donc, on disait que vous accompagnez un peu tout, des voyages, des dîners, des séjours. Enfin bref, on peut tout vous demander, en fait. Les assemblées générales aussi. Voilà. Oui. Et donc, il y a la technique donc, du direct où là, on attend. Il y a la technique avec le casque sur les oreilles. Il y a la technique du chuchoter, vous disiez. Donc là, c'est peut-être pour des dîners, par exemple. On le voit quelquefois où il y a l'interprète qui est assis à côté des deux représentants et qui traduit dans les deux langues. Ça, on vous le demande régulièrement? C'est ça, en fait. Mais la plus demandée, c'est quand même l'interprétation simultanée, où l'interprète de conférence écoute, pense, traduit, et fait en sorte que l'intervenant en fait soit compris. Parce que l'important, effectivement, c'est d'être compris. Vous avez des langues
où on commence plus enfin, où le verbe il va être à la fin de la phrase, comme l'allemand par exemple. Donc c'est vrai que c'est quand même un exercice qui n'est pas très très facile. L'interprète simultané requiert vraiment une concentration extrême qui nécessite la présence en cabine d'au moins 2 professionnels qui se Oui, parce que c'est relaient. très fatigant. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous demandez les textes avant éventuellement? Est-ce qu'on vous donne l'idée du discours ou pas du tout? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ce qui peut se passer, c'est quand on sait qu'il y a un événement, on connaît généralement le thème. Mais de là à nous dire exactement et à nous confier le texte, non, non, pas du tout. L'interprète doit vraiment traduire en direct. Et c'est là la force de l'interprète d'ailleurs. Alors quand on vous sollicite, donc j'imagine qu'on vous demande des devis, quelle est la base des devis selon si c'est des langues classiques ou même des dialectes? Est-ce que c'est plus cher si c'est un dialecect? Est-ce que c'est les mêmes tarifs? Comment vous faites vos bases de tarifs pour Nos tarifs les sont devis? vraiment différents d'une langue à une autre. Tout dépend d'abord du volume du projet. La règle d'or chez ADT, c'est que le devis doit être effectué dans l'heure. Ça, c'est notre règle d'or. Généralement, c'est même fait dans la demi-heure qui suit la demande du client. Un devis est envoyé et les tarifs sont, enfin, tout dépend si c'est mot source ou mot cible, encore tout dépend du client. Et c'est un tarif qui peut être aussi forfaitaire. Enfin, tout est vraiment, je peux pas répondre directement à cette question parce que tout est au cas particulier. Tout dépend aussi du client, de ce qu'on a négocié en amont avec lui, etc. Donc vraiment, voilà, les tarifs sont différents aussi en fonction de l'urgence, si c'est urgent ou pas. Bien sûr, on s'adapte à toute demande. Bien du sûr, client. c'est un peu plus cher si c'est urgent, j'imagine. Voilà, et si c'est une langue rare aussi, généralement elle est également plus chère. Donc vraiment là, c'est totalement différent, d'où l'intérêt de demander un devis. Et est-ce qu'on peut négocier des contrats, j'allais dire, forfaitaires à l'année? Par exemple, si on est un grand groupe et on sait qu'on a des besoins, ou un moyen groupe et qu'on sait qu'on a des besoins réguliers, récurrents, tous les mois, il nous faut X signes ou Oui, mots. bien Est-ce que sûr. c'est possible? ADT s'adapte à toute demande. Donc on est capable aujourd'hui, voilà, si un client nous dit je vais avoir besoin de vous pendant 1 an, mettons-nous d'accord. Bien sûr, on va matérialiser par écrit, suivant un contrat dans lequel il sera stipulé les tarifs, le volume, voilà, tout sera bien entendu anticipé et on sera bien entendu à l'écoute du client. C'est la force d'ADT aujourd'hui. Alors vous avez des offres d'emploi à pourvoir, quelles sont-ils, s'il vous plaît? Alors, les offres d'emploi, nous sommes très à l'écoute du marché. Nous sommes à la recherche très active de 2 chargés de projet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des chargés de projet dans ce métier? Projet, c'est un métier, je veux dire que c'est le premier contact pour le client. Généralement, les chargés de projet sont titulaires d'un master en traduction. Ils sont recrutés pour leur précision, leur connaissance linguistique et leur flexibilité. Nos chargés de projet travaillent en équipe et assurent une collaboration basée sur la confiance et l'esprit de partenariat. Ils travaillent selon la méthode ADT. Donc, ils réceptionnent les devis, les analyses, envoient du devis détaillé dans l'heure, c'est ce que je vous disais. On va répondre rapidement aux clients pour qu'ils puissent commencer, pour confier, on va dire, la traduction au traducteur, parce que c'est vrai que parfois un client nous donne un projet à rendre le lendemain, par exemple. Il faut vite trouver le traducteur disponible, qui est capable de traduire dans la langue demandée, dans le domaine demandé, etc. C'est le contact, c'est l'interface entre la société et le client. Généralement, le chargé de projet a un portefeuille client. Et c'est lui qui va tout gérer, donc de A à Z. C'est ça, voilà. Il gère le dossier de A à Z. C'est lui qui va confier la traduction au traducteur, qui va s'assurer que le traducteur a bien répondu dans les délais, confier rapidement la traduction au service relecture, s'assurer que le service relecture a bien rendu le projet de traduction dans les délais et renvoyer très vite le projet au client, forcément. Donc finalement, c'est un métier qui est donc du commercial, c'est un chargé de projet commercial. Vous recherchez des jeunes, des moins jeunes. Quelle est la fourchette de salaire? Est-ce qu'on peut leur donner une idée? Oui. Alors, on a publié justement récemment une annonce. La fourchette de salaire, c'est entre 24 et 25 KE, donc 24-25 000 euros. La mission, elle sera rattachée, le chargé de projet sera rattaché à l'équipe gestion en place. Il aura pour mission la gestion de projets multilingues
réception de demandes de clients, établissement de devis, relecture et mise en page de documents, relation avec les clients et traducteurs, facturation bien entendu. Les compétences requises, il faut qu'ils soient titulaires d'une licence ou d'un master LEA ou de traduction ou équivalent. Une première expérience en gestion de projet dans une agence de traduction serait un réel plus. La connaissance de l'anglais ou de l'allemand est obligatoire. La connaissance d'une autre langue, bien entendu est souhaitée, ça peut être l'espagnol, l'italien ou autre. La maîtrise de Word, Excel, relativement des outils de base, Microsoft voilà. Office, est bien entendu obligatoire. Il y a aussi un outil de traduction qui est très connu dans le métier de la traduction, qui est SDL Studio. La maîtrise de cet outil est impératif et la connaissance d'un autre logiciel de TAO serait bien entendu un peu. Mais ça, vous pouvez les former sur ces logiciels spécifiques. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez prendre des débutants également, du moment qu'ils connaissent une langue, si on a bien compris. Voilà. Alors, Jamila Ouzine, je rappelle que vous êtes directrice générale de ADT International. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Quels sont vos objectifs? Comment comptez-vous vous développer? Est-ce que vous envisagez de racheter des entreprises existantes? Est-ce que c'est possible? Alors, nous sommes très, très à l'écoute du marché. Outre, bien sûr, tous les jours, nous développons. Nous essayons en tout cas de le faire avec grand professionnalisme. Malgré cette crise sanitaire, nous sommes très attentifs au marché. ADT aimerait justement, parce que ADT s'est beaucoup développé de par la croissance externe. Et on veut continuer à le faire. Nous sommes très attentifs. Donc j'invite toutes les sociétés de traduction qui ont envie de céder justement leur société ou leur portefeuille client à nous contacter. Nous ferons une joie en tout cas d'échanger avec eux et nous espérons y parvenir. Merci beaucoup en tout cas pour avoir été avec nous ce matin. Alors, quand même encore une petite question. Si on veut travailler dans votre métier, quelles sont les qualités requises pour vous? Rigueur. Il faut avoir confiance en soi, ne pas. C'est vrai que les langues sont un domaine très spécifique. Maîtriser plusieurs langues, c'est pas donné à tout le monde, être polyglotte. Mais je pense que tous ceux qui ont choisi cette voie le font avec aisance. Et je pense qu'il faut être à l'aise, ne pas avoir peur de se lancer. Moi, c'est ce que je conseille en tout cas. Voilà, donc on invite tous les jeunes ou les moins jeunes, après tout, qui sont intéressés par ces deux postes que vous avez à pourvoir, à vous contacter, donc à Soisy, outre justement les deux postes que nous chargeons concernant les chargés de projet, bien sûr, nous continuons tous les jours à recruter les traducteurs. Nous invitons tous les traducteurs qui sont intéressés pour collaborer avec ADT à nous contacter ou envoyer leur CV à l'adresse contact@adt-international.com. C'était important de le souligner parce qu'on a besoin de traducteurs, effectivement, il en faut et beaucoup de sociétés, malgré la situation sanitaire, continuent à travailler et à faire traduire. Donc on voit que les relations internationales ne se sont pas arrêtées, c'est bien ça, Jamila Ouzine? Non, je pense que les relations internationales, au contraire, continuent. C'est pas parce qu'on voyage pas qu'on ne peut pas. Exactement. Voilà. Alors, on va tout de suite passer à notre chronique hebdomadaire. Vous savez bien, la chronique Comprendre le monde, notre liaison avec l'IRIS, dirigée par Pascal Boniface, qui d'ailleurs publie son nouveau livre, L'année stratégique. C'est la 3e édition de l'année stratégique 2021, l'outil de compréhension des relations internationales, justement, le fruit du travail collectif des membres de l'IRIS. Eh bien, il est disponible en librairie ou sur le site de l'IRIS. Et je vous rappelle que le site, c'est iris-unionfrance.org. Pour aujourd'hui, eh bien, sa première conversation de l'automne, c'est avec Sylvie Berman. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour, bienvenue. C'est la 4e saison des podcasts Comprendre le monde et petite innovation cette année. Elles sont aussi filmées, vous pouvez les entendre et les regarder en même temps. Ma première invitée, c'est Sylvie Berman. Bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Vous êtes diplomate, vous avez été en poste plusieurs fois à Moscou et Pékin et Hong Kong avant d'être ambassadrice en Chine, à Londres, à Moscou, et puis vous étiez auparavant occupée, vous étiez à la direction des Nations Unies et également à la politique de sécurité commune européenne. Donc un parcours assez complet. Est-ce qu'on dit toujours qu'il y a un plafond de verre? Est-ce que c'est difficile pour une femme d'être ambassadeur ou ambassadrice? Alors je pense que quand je suis rentrée au Quai d'Orsay, c'était pratiquement impossible, sinon peut-être dans un petit pays, les choses ont quand même beaucoup évolué.
la société a évolué en même temps et ça a conduit aussi le président de la République, le ministre, à être beaucoup plus volontariste. Il y a aujourd'hui des femmes ambassadeurs, également dans les grands postes. J'ai été la première. J'étais la première quand j'ai été nommée à Pékin. Mais aujourd'hui, il y a des femmes ambassadeurs ou ambassadrices à Londres de nouveau, à Berlin, à Mexico, à l'OTAN, etc. Donc je pense que d'une certaine manière, le plafond de verre est brisé maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, mais la situation a quand même sérieusement changé. Alors, diplomate, c'est un métier particulier qui n'est pas très connu, qui nourrit beaucoup de fantasmes. On voit très souvent la caricature de l'ambassadeur, toujours entre deux réceptions. Est-ce que ce type de cliché vous agace ? Oh, c'est un petit peu agaçant, mais bon, on a l'habitude, mais je crois qu'on a le souci justement de démontrer que c'est tout à fait autre chose et qu'on a en plus aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 40 ans quand je suis entrée au Quai d'Orsay, un métier qui est un métier multiforme puisque il y a évidemment tout ce qui est la relation diplomatique, mais il y a également la diplomatie économique, la diplomatie culturelle. Et je crois que ce qui est important dans un pays, c'est qu'un ambassadeur ait le visage et la voix de la France, en l'occurrence. Et c'est important même dans des pays européens, parce qu'on a tendance à considérer que les chefs d'État, les ministres se parlent directement au téléphone, mais une relation, c'est une relation quotidienne, c'est une influence quotidienne avec les étudiants, les opinions publiques, avec les universités bien sûr, les radios, télévisions. J'ai beaucoup été à la BBC quand j'étais à Londres, et je crois que ça fait partie effectivement du métier de l'ambassadeur, de faire connaître notre pays. Alors il y a bien sûr tout ce qui est analyse pour aide à la décision à Paris, mais il y a tout un aspect qu'on ne voit pas nécessairement et qui ne passe pas par les petits fours. Est-ce qu'entre le début de votre carrière, vous n'étiez bien sûr pas ambassadrice au départ, mais vous voyez un peu ce qui se passe dans les postes, est-ce que vous pensez que la dimension économique, la dimension également contact et immersion dans la société civile a augmenté par rapport au début de votre carrière ? Ça a véritablement augmenté, en tout cas dans les pays que j'ai bien connus, qui étaient l'Union soviétique d'abord, et puis et la Chine, parce qu'à l'époque, il y avait une communauté diplomatique et les diplomates se recevaient entre eux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous n'avez pas le temps de voir vos autres collègues, simplement occasionnellement, et vous voyez surtout la société civile, des responsables économiques, des universitaires, des chercheurs, à Pékin et à Moscou également. Alors vous avez vu dans vos derniers postes de destination particulière, Moscou et Pékin, dans des pays avec lesquels parfois les relations sont compliquées. On dit souvent quand même que la diplomatie c'est fait pour rapprocher les points de vue, notamment avec les pays dans lesquels on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui estiment notamment qu'on devrait prendre des distances, aussi bien avec la Russie qu'avec la Chine, puisqu'ils ne correspondent pas à notre système démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Oui, je pense que c'est effectivement le rôle du diplomate de créer des liens et d'avoir une véritable connaissance des pays dans lesquels il est accrédité. Alors, il faut parler avec tout le monde, de toute évidence. Il y a 193 pays aux Nations Unies et il y a peu de démocratie dans ces pays, donc ce serait absurde de se limiter à des pays dont on considère qu'ils ont plus ou moins le même système que le nôtre. Par ailleurs, pour les pays que vous évoquez, que ce soit la Russie ou la Chine, ce sont des pays qui ont un rôle très important dans le monde. Pour la Chine, c'est une puissance géoéconomique, donc elle a un rôle économique, elle a un rôle diplomatique, politique également, parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, on a un dialogue stratégique, donc on ne peut pas ne pas parler à la Chine, ça n'aurait absolument aucun sens. Et de la même manière pour la Russie, qui est aussi un pays important en Europe, qui est notre plus grand voisin.
Et même si nous avons des divergences, et peut-être même en particulier parce que nous avons des divergences, il est important de se parler. Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères est venu à Paris. Il a été reçu par le président de la République et le fait que le président le reçoive et ait une photo où il souriait face au ministre a été considéré comme étant quelque chose qui était une sorte d'approbation tacite des violations des droits de l'homme dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui ont été faites? Vous êtes maintenant dégagé du devoir de réserve, donc vous pouvez parler librement. Est-ce que vous pensez que le président Macron a eu tort de recevoir le ministre, voire a eu tort de sourire sur une photo où il était avec lui? Bien sûr, il a raison de recevoir le ministre des Affaires étrangères chinois, qui est d'ailleurs un proche de Xi Jinping, donc c'est important parce que c'est un relais. Je pense qu'il a évoqué également les préoccupations que nous pouvions avoir sur certains dossiers relatifs aux droits de l'homme, mais on ne peut pas limiter non plus la relation à cela. Il est important de coopérer avec la Chine en matière de protection de l'environnement, et la Chine a joué un rôle plutôt positif depuis la COP21, mais il y a d'autres domaines auxquels on pense peut-être un peu moins, qui sont l'aide qui peut être apportée à l'Afrique. Parce que l'Afrique est dans une situation qui est difficile. Il y a des problèmes d'immigration dans nos pays, en Europe, et je crois que la contribution chinoise au développement de l'Afrique est très importante. Donc c'est des sujets, de toute façon, qui doivent être évoqués avec les Chinois, et pas seulement la question des droits de l'homme. Et puis évidemment, il y a la crise sanitaire, les vaccins. La Chine travaille également sur des vaccins, elle a décidé que ça serait un bien commun. Donc oui, il faut parler du chinois, et puis en général, quand on reçoit quelqu'un, on lui sourit, on est aimable. Vous avez étudié à l'INACO, vous avez fait plusieurs séjours au cours de votre carrière en Chine ou aux alentours. Est-ce que vous pensez que les Français ont une information assez ample et satisfaisante? Bref, est-ce que l'image qu'on a de la Chine en France correspond à la réalité que vous connaissez? Le problème, c'est que souvent, on se focalise sur un certain nombre de sujets qui sont évidemment importants. La question des Ouïghours ou la loi sur la sécurité à Hong Kong, bien sûr que c'est important et que ça pose problème. Mais sur le reste, souvent, les gens sont ignorants de ce qui se passe, en Chine. On vit beaucoup de clichés, on est très influencé également par les Américains. Or, Trump s'est lancé délibérément dans une guerre froide avec les Chinois sur le plan commercial, sur le plan technologique, mais invoquant également des questions de sécurité. Or, nous n'avons pas à faire la croisade des Américains contre les Chinois. Les Américains les considèrent comme des rivaux stratégiques. Ce ne sont peut-être pas pour l'Europe ou pour la France. Mais on entend beaucoup l'alliance des démocraties, la nécessité que les démocraties s'unissent, et on entend souvent dans les commentaires, oui, certes, Trump est un peu curieux, mais les États-Unis sont une démocratie, les pays européens également, donc nous devons tenir debout ensemble par rapport à la dictature chinoise. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument que l'on entend très souvent? Je crois que la France, comme l'Union européenne, doit avoir son autonomie d'analyse et des décisions, et que nous ne pouvons pas suivre aveuglément un pays, d'autant plus que Trump, comme messager de la démocratie, n'est pas nécessairement convaincant. Il est quand même en train de dire qu'il ne respectera pas nécessairement le résultat des élections. Donc ce n'est pas la définition générale de la démocratie. Et encore une fois, ces pays autoritaires, ils ont un rôle sur la scène internationale, et nous ne pouvons pas simplement les ignorer, dire qu'on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, de toute façon, il faut en parler, parce que si vous n'en parlez pas, ils se renfermeront sur leur position. Et si on prend le cas des sanctions contre la Russie, d'abord, évidemment, il y a eu des conséquences sur le plan économique pour nous, notamment dans le domaine agroalimentaire, puisque les Russes ont développé ce secteur et deviennent maintenant exportateurs et concurrents, et que même l'ambassadeur américain a
Moscou, à l'époque où j'étais, John Weissman, quand il est rentré à Washington, a publié un article pour dire que ces sanctions étaient contre-productives. Donc je crois qu'on ne peut pas fonctionner avec un pays en accumulant les sanctions. Il y en a près de 1000 sanctions américaines contre la Russie aujourd'hui. Et le résultat, c'est que la population a plutôt tendance à resserrer les rangs derrière son dirigeant parce que, comme la plupart des peuples, ils sont nationalistes. Justement, en Chine, qu'est-ce qui vous paraît être le moteur du pouvoir chinois? Est-ce que c'est le communisme ou le nationalisme ou le capitalisme par le biais de la réussite économique? Je crois que le premier moteur, c'est effectivement le nationalisme, c'est la renaissance de la grande nation chinoise. C'est un système qu'on dit socialiste aux couleurs de la Chine, ce qui veut dire qu'il y a une dialectique assez souple et que, en fait, les Chinois ont un modèle un petit peu sui generis, c'est du capitalisme, on parle de l'entreprise Chine, et finalement, Xi Jinping, elle est à la tête de cette entreprise. Le communisme, je pense qu'il y a une confusion, parce qu'il y a effectivement un parti communiste. Alors, les Chinois avaient réfléchi à un moment pour savoir s'ils devaient changer le nom de ce parti, puisqu'il n'était plus communiste. Et puis finalement, pour des raisons historiques, il a été décidé de conserver le nom. Mais au-delà d'un certain jargon, parfois, la Chine n'est pas du tout communiste, n'a pas d'objectif communiste. Le parti, c'est un parti léniniste, en fait, c'est-à-dire c'est à la fois une stratégie de conquête et de maintien au pouvoir. C'est un parti unique, effectivement, mais la Chine n'est pas communiste et n'a pas d'objectif communiste. Et la Russie ne l'est plus depuis maintenant 30 ans. Et est-ce que l'on peut faire une comparaison? Qu'est-ce qui est comparable dans les régimes chinois et russes et qu'est-ce qui les différencie au-delà de la réussite économique évidente pour la Chine et plus problématique pour la Russie? D'abord, ce qui les rassemble, c'est le fait que ce sont deux grands empires continentaux et qui, effectivement, ont eu pendant des décennies un régime communiste, un régime soviétique en réalité, régime soviétique qui perdure en Russie aujourd'hui dans les instances gouvernementales, pas dans la société civile bien sûr, et qui a beaucoup influencé la Chine. Et moi, ça m'a d'autant plus frappé que j'ai été entre-temps ambassadeur à Londres. À Londres, on traite tout par téléphone, on appelle les ministres par leur prénom. Bon, en Chine, en Russie, il faut plusieurs notes verbales et les rencontres sont beaucoup plus formelles. Donc ça a été maintenu. La Chine est un pays aujourd'hui qui est effectivement capitaliste, qui a une grande réussite économique et qui a étudié la chute de l'Union soviétique et qui, pour elle, est justement ce qui doit être évité à tout prix. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des méfiances pour tout ce qui peut être réforme et la référence à l'ancien régime et la révolution de Tocqueville, que le vice-président actuel de la Chine a fait lire à tout le monde dans son temps, qui dit que le moment le plus dangereux, le plus sensible dans un régime absolutiste, c'est quand on commence les réformes. Donc les Chinois ont décidé de libéraliser l'économie, mais de maintenir la structure du parti. Les Russes non, et ont connu une période quand même extrêmement difficile pendant que Yeltsin était au pouvoir, avec une dissolution de l'État, même dans la société civile, c'était pratiquement le Far West, c'était extrêmement dangereux en matière de sécurité. Maintenant, il y a la stabilité, mais il n'y a pas le même dynamisme économique qu'en Chine. Cela étant, j'ai regardé les projections de la Banque mondiale et du FMI pour, avant c'était 2030, c'est 2024 aujourd'hui. La Russie sera 6e en termes de PNB, bon, la Chine sera première. Le Canada, l'Italie, l'Espagne sortiront, donc aussi des membres du G7.
G7, alors que monteront l'Inde, l'Indonésie, mais en tout cas, et que reculeront le Royaume-Uni, la France, la 9e et la 10e place. Donc le monde est quand même en train de basculer et il faut en tenir compte. Est-ce que vous pensez que par rapport à ces deux pays, on peut faire une comparaison, les Européens sont trop suivistes par rapport aux États-Unis et ont du mal à déterminer une politique russe, une politique chinoise? Est-ce que l'on a une politique européenne ou est-ce que l'on vient un petit peu dupliquer les positions de rivalité des États-Unis, tant avec Moscou qu'avec Pékin? Alors je crois que malheureusement l'Union européenne a du mal à avoir une politique autonome. Elle l'avait jusqu'à présent vis-à-vis de la Chine, même si ce n'était pas une politique très, très élaborée. C'est plus compliqué vis-à-vis de la Russie parce que vous avez au sein de l'Union européenne deux pays, la Pologne et la Lituanie, qui sont résolument hostiles à une vraie stratégie de relation avec la Russie. Donc il y a plus de divisions sur la Russie que sur la Chine au sein de l'Union européenne, ou peut-être il y avait, parce que avec la crise du Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé, non pas la situation géopolitique, mais la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de certains pays et qui fait souvent une part trop grande à l'émotion. Mais par exemple, la Chine, comment vous l'avez vu complètement se transformer lors de votre premier séjour? Vous arrivez pour votre premier poste en Chine, c'est à la mort de Mao ou à la fin de la vie de Mao. Quel regard vous portez sur l'évolution, je dirais, à la fois politique, sociétale et économique, ce qui est le plus connu de la Chine? On a des fois un peu le sentiment que les critiques à l'égard du système politique chinois sont plus vives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les 70 où vous aviez beaucoup d'admirateurs en France de Mao. Il y a eu beaucoup d'admirateurs de Mao, effectivement. Et d'ailleurs, on a préféré l'Union soviétique à la Russie également. Les relations étaient finalement plus dépassionnées avec un pays qui, pour le coup, était un véritable adversaire. C'est pareil en Chine. Il y a eu cette espèce de romantisme au moment de la révolution culturelle. Et au fur et à mesure que la Chine devenait un pays puissant sur le plan économique et parfois concurrent, l'état d'esprit a changé. Pendant longtemps, on a souhaité que les populations sortent de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. La Chine a fait sortir 800 millions de personnes de la pauvreté, et en ce sens-là, c'est un succès, et il continue d'ailleurs, c'était une des priorités du gouvernement chinois, mais ça, je crois qu'aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus du tout, et ce qu'on voit, c'est plutôt les aspects autocratiques ou également la concurrence économique. Est-ce que vous diriez que les populations adhèrent au régime, d'ailleurs autant dans le cas de la Russie que de la Chine, parce que, alors on dit que les taux d'approbation de Poutine sont falsifiés, que ce n'est pas